on va travailler donc autour d'un livre qui a été écrit de manière commune par Sylvain Pioche et par Jean-Claude Souche, qui s'appelle L'éco-conception des infrastructures marines. Donc Sylvain Pioche, qui a disparu de l'écran mais qui va réapparaître. Voilà. Donc il est chercheur, il est géographe, il est maître de conférences à Montpellier 3 et il travaille sur l'aménagement des zones côtières. Jean-Claude Souche, j'espère, va nous vous rejoindre. Il est ingénieur donc à l'école des mines d'Alès. Et il a participé à l'équipe scientifique qui a rédigé ce livre, puisque en principe, c'est toute une équipe qui a travaillé sur le sujet, dont les principaux auteurs sont avec nous aujourd'hui. Donc, c'est une nouvelle approche de l'ingénierie maritime, ce qu'on appelle un aménagement intégré à l'environnement. Alors, peut-être avant de revenir sur ce que vous nommez cette nouvelle ingénierie, faisons peut-être un peu le tour des erreurs qui ont été faites en termes d'aménagement du territoire et puis essayons de voir en quoi aussi il y a urgence aujourd'hui à prendre ce thème à bras-le-corps. Alors Sylvain? Donc, je vais partager mon écran. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran là? C'est bon? Je suppose, oui. Tu le vois, Oui, toi, Dominique, c'est bon? Oui, très Voilà. bien, les solutions, voilà. Voilà, parfait. Donc, on est sur des questions liées à notre rapport à l'aménagement des territoires. Étant entendu que la finalité mondiale, c'est d'arrêter d'aménager pour éviter l'artificialisation, puisqu'on ne sait pas aménager sans détruire la nature à ce jour. Donc, ce que nous proposons, nous, ce n'est pas une apologie de l'aménagement, ni une espèce de cheval de Troie environnemental à travers l'éco-conception et les solutions fondées sur la nature. C'est plutôt une étape que nous voudrions intermédiaire entre une vraie réflexion sur l'utilité d'aménager et donc l'objectif des projets, pour construire des ports qui accueillent des navires qui arrivent de Chine avec des produits fabriqués dans des conditions qui ne sont pas en lien avec des normes environnementales ou sociales européennes. Est-ce que c'est durable? Bon, oui, non. Ce n'est pas notre propos, Jean-Claude et moi. Notre propos, c'est de dire d'une manière intermédiaire avant cette finalité qui, comme toute finalité, peut-être n'aura jamais lieu tel que nous le voyons, d'avoir un aménagement stoppé, c'est-à-dire une artificialisation qui soit neutre, égale à zéro. Nous essayons de voir comment éviter, réduire au maximum les impacts de l'homme sur l'environnement. Donc, tu parlais d'un état de l'art. En France, la population sur le littoral, un constat tout simple, elle est 2,1 fois plus élevée que la moyenne nationale. Le corollaire, c'est une construction de logements neufs qui est 3,5 fois plus importante par rapport aux aménagements des communes rétro-littorales. Et en 2040, une étude récente menée par Hélène Révalette et le CEREMA pointait une augmentation de à peu près 10%, pour moins de 10% de la population des communes littorales. Donc c'est demain, hein, c'est dans 20 ans. Sachant qu'à l'heure actuelle, en 2040, les 25 départements littoraux accueilleront pratiquement la moitié de la population française. C'est extrêmement rapide. Donc, où en est-on de l'état de la biodiversité en zone côtière? Le rapport d'évaluation de l'OFB publié par l'Observatoire national de la biodiversité est très clair. Hein. 90% des habitats côtiers d'intérêt communautaire métropolitain, dans les dom-toms c'est pire, est en état défavorable ou mauvais. Donc ça, c'est un fait extrêmement important à garder en tête, c'est que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas réussi l'équation aménagement et maintien de la biodiversité côtière. Donc nous proposons une idée qui est effectivement une étape liée à l'évitement et la réduction, enfin surtout la réduction des impacts, pas la compensation ni l'évitement. L'évitement, c'est de ne pas aménager.
La compensation, c'est une fois qu'on a détruit, qu'est-ce qu'on fait pour restaurer? Nous, on est vraiment sur le volet réduire, c'est-à-dire comment intégrer au maximum l'ouvrage dans son environnement pour des co-bénéfices. Donc, l'idée est simple, hein, c'est d'avoir autant de réflexion sur les volets écosystémiques, donc l'écosystème qui va se développer sur l'ouvrage, que son utilité économique, technique ou sociale. Alors notre idée, c'est… Avant d'entrer directement dans votre stratégie, est-ce qu'on peut faire un petit état des lieux sur ce qu'il ne faudrait pas faire, hein, ce qui a été fait déjà, à moins que à chaque fois que vous faites une proposition… Oui. C'est simple, regarde cette diapositive, elle est très claire, c'est ce qui s'est fait jusqu'à aujourd'hui n'est pas bon. Voilà. Oui, mais alors quoi, par exemple? Et pourquoi? Des équipements sous-marins qui ne développent pas de l'habitat, qui ont des emprises trop importantes sur les fonds marins, qui ne se soucient pas des fonctionnalités écologiques des milieux naturels, qui sont des supports pour les espèces envahissantes, parce qu'on sait aujourd'hui que les bétons lisses, très compactés, sont des formidables supports pour les espèces ubiquistes, primo-colonisatrices, philopatriques, c'est-à-dire toutes ces espèces en fait qui profitent de dérèglements des écosystèmes locaux pour s'installer. Et donc le béton lisse, donc pas les bétons éco-conçus justement qu'on développe, sont des vecteurs d'introduction de ces espèces invasives. Ça a été prouvé par de nombreuses publications depuis ces 10 dernières années, notamment Catherine Dafoe. Comme le poisson-lion, par exemple. Comme le poisson-lion, par exemple. Alors non, le poisson-lion, c'est différent. C'est une espèce invasive liée à une introduction dans un espace écologique où les prédateurs n'étaient pas présents. Alors, quel type d'espèces invasives on a? C'est surtout des espèces fixes, donc c'est toute la faune fixée qui vont des hydraires coloniales en passant par les cnidaires, certaines algues, notamment certaines éponges également envahissantes en Méditerranée, qui sont sur la liste des espèces invasives méditerranéennes tenues à jour par des revues comme Hydrobiologia, par exemple, auxquelles on se réfère. Très bien. Des espèces japonaises, des espèces du Pacifique Sud, des espèces qui viennent de la mer. Donc, le béton, et ensuite… Et ensuite, des structures dont le design n'est pas adapté à l'installation des espèces locales. Comme? Il ne prend pas en compte… par exemple, quand vous faites une digue dans des petits fonds côtiers avec des habitats qui sont très larges, vous voyez les blocs de digue, hein, la taille des trous, les habitats larges vont favoriser des espèces adultes cryptiques comme le congre et le poulpe, par exemple. Et en même temps, ces habitats de petits fonds côtiers, dans la nature, en fait, c'était plutôt soit des fonds sableux, soit des petits cailloutis pour des questions d'hydrodynamisme. Donc, des petits habitats adaptés aux juvéniles qui s'installent dans ces petits fonds pendant une période de leur vie très importante. C'est celle où, en fait, ils acquièrent assez d'énergie pour pouvoir ensuite se déplacer et rejoindre les habitats un peu plus profonds. Donc, si on met des habitats artificiels qui concentrent des prédateurs dans les secteurs où il y a des juvéniles, il y a une surprédation qui va se mettre en place. Très bien. Donc, vos propositions? Voilà. Donc, les propositions, c'est de réfléchir à des habitats qui miment les fonctions naturelles, donc bio-inspirées. Donc, en haut, vous avez un habitat naturel et en bas, un des habitats artificiels qu'on a développé. Ça, c'était en Corse, je crois. Dans les exemples appliqués, je présente un travail qu'on a réalisé en 2013 en Guadeloupe. Donc, il y avait une problématique qui était l'ancrage sur des fonds coralliens et des herbiers de yachts, avec un très gros développement sur des Antilles du fait d'aides fiscales pour l'achat de bateaux qui ont encouragé des investisseurs à créer des flottes qui étaient louées pour des prix assez intéressants. Et donc, faire le tour des Antilles, des grandes ou des petites, est devenu très à la mode dans les années 2005-2010. Mais il n'y avait pas d'infrastructure permettant aux navires
voilà, de s'accrocher à des mouillages organisés. Donc, c'est ce que vous avez sur ce schéma. Et un mouillage organisé, qu'est-ce que c'est? C'est un lest en béton qui est relié à une bouée de surface qui évite aux bateaux de jeter leur ancre sur les écosystèmes sensibles. Et donc, l'éco-conception, ça consiste à ce que ce lest, au lieu d'être le cube que vous voyez sur la gauche, devienne un cube en béton bio-inspiré, c'est-à-dire avec des fonctions adaptées aux espèces dans ces petits fonds. Donc là, vous avez un système qui mime les racines de mangrove, ce que vous voyez sur le côté, avec des cavités qu'on ne voit pas dans le béton. Donc le béton est creusé et le béton est rugueux, donc il n'est pas lisse comme celui de gauche, ce qui permet la fixation des coraux et donc la restauration écologique des petits fonds, tout en évitant l'impact par les ancrages et en proposant pour les communes qui développent ces projets, des zones de mouillage qui sont payants, donc ça coûte entre 5 et 10 euros en fonction de la taille du navire, en développant une économie, puisqu'on fixe également les bateaux dans certains secteurs de la baie, les plus proches des restaurants ou des activités touristiques qui peuvent être organisées. Et donc on évite la dégradation par ces mouillages forains des fonds naturels. Alors, en ce qui concerne la Méditerranée, par exemple, où on n'a pas de récifs coralliens semblables à ceux des Antilles. Ouais. Alors, je vous montre juste ce que ça donne 5 ans après l'immersion. Donc, un bloc en béton cubique, il n'y a pas de poisson qui s'installe. Vous imaginez pourquoi? Il n'y a rien à manger, il n'y a pas d'abri. Et voilà ce que vous rencontrez sur des bétons éco-conçus. Donc, c'est ce que vous pouvez voir là. Donc, les structures permettent l'accueil de juvéniles qui sont en plus des espèces cibles de la pêche. C'est des pagres, des sardes, je vais y arriver, des pagres, des sardes et des langoustes, ainsi que l'implantation de coraux. Vous voyez là des coraux de feu. Il y a des porites. Ici, là, il y a un porite qui s'est installé après 3 ans. Là, c'est 3 ans d'immersion. C'est 2017. Et entre 50 et 250 juvéniles par bloc qui peuvent temporairement profiter de ces abris pour se nourrir et se protéger de la prédation des poissons-lions, par exemple. Ça, c'est un autre exemple d'ouvrage éco-conçu. Ce sont des lestes sur des canalisations immergées. Donc, classiquement, ce sont des cubes en béton. Et voilà les lestes qu'on a proposées avec une vision en plus, plus esthétique, c'est-à-dire arrondie, et des bétons qui ont été travaillés pour l'installation des coraux. Ça, c'était dans le lagon de Mayotte. Alors, en Méditerranée, on a travaillé par exemple sur l'extension en mer à Monaco. Donc, c'est un projet à 2 milliards d'euros où l'aménageur avait prévu d'abord de concevoir son ouvrage et puis, une fois qu'il l'avait conçu, de greffer des bouts de récifs artificiels sur l'ouvrage ou de mettre en place des mesures compensatoires. Ce qui est pertinent, hein, ce n'est pas une critique qu'on fait sur ces outils qui ont démontré leur effet. Seulement, la durabilité de ces ouvrages écologiques n'était pas calculée de la même manière que la durabilité de cette extension en mer, qui est calculée pour 1 siècle. Alors que si on mixe la conception de l'ouvrage avec la conception d'ouvrage écologique, donc si on mixe l'aspect génie civil avec l'aspect écologique, on arrive à avoir tout l'ouvrage qui, pendant 1 siècle, servira de support humain et également à la biodiversité. Donc, c'est ce que vous voyez là. Donc, c'est l'ouvrage en lui-même qui a été modifié pour créer à l'intérieur des caissons Jarlan. Donc, c'est ces structures-là sur le haut qui permettent d'amortir les houles. Vous voyez qu'il y a des caissons, c'est-à-dire ces chambres-là, qui font quelques dizaines de mètres carrés, qui recréent un habitat côtier cryptique, donc des espèces de petites grottes côtières, qui ont été, alors on ne le voit pas bien, mais à l'intérieur, aménagés pour accueillir des modules destinés aux espèces locales. Et tous les bétons sur ce secteur ont été éco-conçus, c'est-à-dire que les moules sont rugueux et reproduisent des microfailles. Voilà. On a également réfléchi aux fondations d'éoliennes qui permettraient, au lieu d'être des poteaux plantés dans le sédiment ou des blocs en béton dans lesquels on vient planter un ancrage, par exemple les éoliennes flottantes qui sont ancrées, on peut imaginer soit des structures complètement éco-conçues, c'est ce que vous voyez sur le mât,
donc avec des matériaux qui sont biocompatibles et pas des peintures anti-fouling, et qui permettent par la biocolonisation de protéger le mât des agressions du milieu marin, puisqu'on sait que la biocolonisation d'un métal ou d'un béton d'ailleurs augmente sa durée de vie. Donc non seulement on propose des habitats aux espèces, mais en plus cette colonisation protège l'ouvrage des dégradations d'un milieu hyper agressif, un milieu halin, le milieu marin. Est-ce que ça s'inspire du biomimétisme? Alors, sur la gauche, non. Enfin, esthétiquement, non. Par contre, au niveau des fonctions écologiques, oui, c'est-à-dire la taille des alvéoles, les systèmes qui permettent l'accueil des algues, on reproduit des substrats naturels qui permettent l'installation d'espèces. Là, oui, là, on n'est plus sur du biomimétisme, bon, puisqu'on s'intègre à la fois au paysage sous-marin et aux fonctionnalités écologiques. Le biomimétisme englobe l'ensemble. Alors, on peut le segmenter, on peut prendre que la fonction écologique et faire des cubes avec des trous. Mais pour Jean-Claude et moi, l'idée du biomimétisme, c'est vraiment de s'intégrer à la fois au paysage sous-marin et aux fonctionnalités. Faire du beau qui est également bon pour le milieu marin. Voilà. Et donc, les propositions qu'on développe dans ce livre, c'est que l'éco-conception soit une règle de construction. Donc, on explique comment créer des aménagements éco-conçus et que les aménagements anciens, donc qu'on appelle classiques, deviennent en fait maintenant des dérogations. Parce qu'on ne sait pas faire, par exemple, un ouvrage qui résisterait à des houles cycloniques pour des enjeux nucléaires. Bon, on pourrait comprendre que l'éco-conception, comme c'est une idée récente, alors que ces ouvrages sont tout aussi résistants, hein, mais on pourrait comprendre que, par exemple, des assureurs soient un peu réluctants. Bien que je... Je n'ai pas très bien compris. Est-ce qu'on peut réexpliquer un petit peu? Pardon. Oui, je dis que on pourrait comprendre que des assureurs refusent des ouvrages Allô? éco-conçus. C'est ce que j'ai dit. Oui, mais en fait, qu'est-ce qui n'allait pas dans les précédents et qu'est-ce que vous apportez vous? Je n'ai pas très bien compris. Non, tout va bien dans les précédents au niveau technique. C'est juste qu'au niveau écologique, il n'y avait pas de réflexion. Donc nous, on a les mêmes approches en termes de calcul de résistance, en termes de durabilité des ouvrages que les ouvrages classiques. Mais comme c'est nouveau, on peut comprendre que les assureurs soient encore un peu réticents. Par exemple, si on protège une centrale nucléaire, ils refuseraient un ouvrage éco-conçu en disant qu'on n'a pas l'intériorité. Même si pour nous, c'est faux. Parce qu'ils peuvent être tout aussi résistants par la modélisation, par le calcul. On a démontré que ça tenait et même ça protégeait mieux le béton, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, la biocolonisation. Mais on peut encore entendre que des gens n'y croient pas. Voilà. On n'est pas des doctrinaires. D'accord. D'accord. Le deuxième élément qu'on développe dans le livre, c'est ce qu'on appelle une doctrine scientifique, c'est-à-dire qu'on relie le changement climatique, la perte de biodiversité, avec des modifications de notre manière de construire, donc d'aménager l'espace. Parce que pour nous, ce sont des moteurs de réflexion, le changement climatique et l'érosion de la biodiversité. Et les gens qui n'évoluent pas, c'est par paresse intellectuelle ou par refus de voir l'érosion de la biodiversité ou le changement climatique. Parce que maintenant, il faut changer notre manière de vivre et donc d'aménager. Donc, revoir la loi sur la maîtrise d'ouvrage public, que les marchés publics et les commandes publiques intègrent l'éco-conception de manière obligatoire pour les objectifs que j'ai énoncés précédemment. Et puis, le troisième élément qu'on développe dans cet ouvrage, c'est le concret, c'est-à-dire des grands chantiers qu'on a réalisés, qu'on présente, nous ou nos collaborateurs. Donc, il y a une Australienne, Catherine Daforn, il y a une Anglaise, Louise Firth, sur les travaux de Southampton ou de Portsmouth, puis un Américain, Richard Spiller, sur les travaux de Fort Lauderdale dans l'éco-conception du port du centre océanographique donc en Floride, au nord de Miami. Voilà.
Voilà, donc ce qui nous paraît, c'est de pouvoir diffuser ces idées pour que des circulaires recommandant l'évaluation des gains, c'est-à-dire le coût-efficacité écologique entre des ouvrages classiques et des ouvrages éco-conçus, soient réclamés. C'est-à-dire que nous, on est persuadés que c'est la performance écologique qui amènera à faire changer les ouvrages classiques et où on se rendra compte que les ouvrages actuels peuvent être améliorés. C'est-à-dire ils ont un intérêt écologique, c'est certain, puisqu'ils sont colonisés, mais ils ne sont pas optimaux. Donc, on peut optimiser ces ouvrages pour réduire encore plus l'empreinte écologique des aménagements. Voilà. Alors, dans le livre, vous dites que d'une manière générale, il y a un retard qui est pris et une espèce de paresse, vous venez de l'évoquer. Est-ce qu'on peut développer un petit peu cette notion et voir ensemble quels sont les leviers qu'on pourrait faire bouger? Oui. Donc, le retard et la paresse sont liés, vous l'avez compris, c'est qu'il est compliqué pour un secteur qui est l'aménagement, donc tout ce qui a trait au génie civil, voilà, d'être rénové. Pourquoi? Parce que les entreprises ont des savoir-faire qu'elles ont acquis sur le terrain, des savoir-faire humains et techniques qui font qu'à l'heure actuelle, il y a 2 écoles en France qui forment à l'éco-conception des ouvrages maritimes. Donc, c'est l'école Mines Télécom et l'université Paul Valéry. Et ensuite, on donne des cours à l'École nationale des travaux publics maritimes, à l'ENTPE par exemple, mais ce sont des modules assez courts, de 6 jours. Donc, la formation doit se mettre en place. C'est ce qui se passe. On forme donc les maîtres, les directeurs de port, on forme les futurs génies civilistes, on forme les futurs ingénieurs environnement dans les études d'impact. Mais ça prend du temps. Donc, il faut que les entreprises de génie civil s'intéressent aux publications scientifiques et à nos travaux. Et ça, c'est plus lent, mais ça se comprend aussi. C'est ce qu'on dénonce par la paresse intellectuelle, c'est-à-dire, mais qu'on conçoit aussi. C'est que ces entreprises ne prennent pas le temps d'aller se renseigner sur ce qui se passe dans le monde de l'aménagement et notamment nos travaux de recherche et qu'on a besoin de vous, journalistes, pour diffuser et pour réaliser des papiers qui permettent de vulgariser en fait ces approches et de les faire connaître. Et donc, j'ai répondu aux 2 questions. Qu'est-ce que c'était que cette fameuse paresse et ce retard? Voilà, c'est technique et humain. Et qu'est-ce qu'il fallait faire, à notre avis, pour le réduire? C'est votre job de journaliste, c'est-à-dire diffuser, creuser l'idée, la critiquer, la mettre en lumière, pointer ses défauts, pointer ses qualités, puisque tout n'est pas rose, puisqu'on aménage quand même. C'est bien ce que j'introduisais au démarrage. Donc, on n'a pas atteint cette finalité de zéro aménagement, qui veut dire zéro pétrole, qui veut dire une agriculture locale, qui veut dire de nouveaux échanges humains, politiques, économiques, techniques, qu'on est en train d'inventer. Alors, vous évoquez aussi dans cet ouvrage, enfin vous l'avez aussi évoqué, mais on va peut-être insister un peu dessus, sur le choix des matériaux. C'est-à-dire que vous avez beaucoup travaillé en fait sur de nouveaux matériaux. Oui. Alors, notre partenariat, donc vous l'avez compris, c'est Université Montpellier et l'École des Mines, donc Mines Télécom. C'est beaucoup concentré sur le matériau le plus utilisé, puisque c'était notre priorité dans les aménagements maritimes, c'est le béton. Puisque l'acier se corrode, même les inox, alors que le béton, on arrive à avoir des bétons qui ont 2000 ans, les bétons romains par exemple, qu'on redécouvre sur Héraclès, donc Rhodes, sur Pompéi, sur les infrastructures portuaires. Donc c'est des bétons particuliers, des bétons prompts, qu'on appelle, des bétons marins et beaucoup de chaux, mais ils tiennent dans le temps. Et puis, c'est ce qui est le plus utilisé avec, au final, un bilan carbone qui n'est pas si négatif par rapport à l'acier, si on le compare à l'acier, sur le béton. Et donc, ces nouveaux bétons intègrent dans des aspects cristallins
donc microscopiques, des aspects millimétriques, la rugosité, et des aspects macrométriques, c'est-à-dire la forme des cavités, des fonctions écologiques, des fonctions micrométriques pour la colonisation des algues, de toute la colonisation, la primocolonisation, la biocolonisation primaire, millimétrique, la rugosité pour des espèces qui vont venir se fixer. Donc en Méditerranée, typiquement, ça va être des algues, ça va être des anémones, ça va être des hydraires, des coralligènes, des éponges, voilà. Mais également des mollusques, des huîtres par exemple. Et puis au niveau macro, ce seront les cavités qu'on va pouvoir dégager dans ces bétons, tout en conservant leur qualité technique. Il faut qu'ils soient robustes pour résister aux houles ou aux agressions hydrodynamiques, avec des cavités qui soient ni trop grandes ni trop petites. C'est ni trop grandes parce que ça pourrait remettre en question la résistance de l'ouvrage, et ni trop petites parce qu'elles n'auraient pas d'utilité pour des espèces cibles comme la langouste, que je vous présentais tout à l'heure, ou des espèces comme le loup, la dorade royale en Méditerranée, le chapon, la rascasse, le sard, qui sont cibles de la pêche, qui sont dans des situations de stock, parfois sous pression de manière très importante, et où, on pense, une des réponses, mais ce n'est pas la seule, pourrait être de repenser tous les aménagements côtiers pour qu'ils tiennent compte de ces espèces sous pression en proposant des habitats adaptés à ces espèces. Alors vous avez déjà démontré la possibilité, la faisabilité de cet exemple par l'immersion des récifs artificiels. Est-ce qu'on en a déjà beaucoup? Est-ce qu'on a déjà assez de recul? Comment ça fonctionne? Oui, alors ça c'était dans mes travaux de thèse où j'étais. Donc j'ai fait une thèse au Japon et en France. Au Japon, depuis le début du XXe siècle, la question d'augmenter les capacités en fait, du milieu naturel marin pour nourrir les Japonais a été cruciale. Donc, leur idée, c'est de dire, si d'un côté, on augmente le prélèvement dans le milieu marin sans augmenter les habitats pour que les poissons pondent, se reproduisent ou se nourrissent, à un moment donné, donc ça c'était les années 60, les prélèvements par pêche vont être trop importants et le milieu naturel ne pourra pas suivre. C'est-à-dire que la nature n'a pas une capacité limitée. Voilà. C'est-à-dire que la chasse, parce que la pêche c'est de la chasse, si on devait manger de la viande de gibier à l'heure actuelle, on ne pourrait pas se nourrir de viande comme on le fait à l'heure actuelle, ce qui a permis à l'homme d'évoluer, puisqu'on sait que ce sont les protéines animales qui ont permis au cerveau d'acquérir une maturité, un développement, notamment des oméga-3, les poissons et la viande, qui sont primordiaux dans le développement du cerveau humain. Donc, ce constat, les Japonais l'ont posé parce que pour eux, la pêche est vitale et c'est une valeur sociale. C'est ce qui se passe chez nous avec l'agriculture. C'est-à-dire que la permaculture et toute cette agriculture biologique protège à la fois la capacité du milieu naturel à se régénérer et ne l'abîme pas par rapport à l'agriculture intensive, mais acte aussi le fait que si on devait se nourrir de baies sauvages ou de plantes sauvages, on ne pourrait pas se nourrir de manière à préserver l'espèce humaine, ce qui est quand même un des objectifs. Les écologues ne sont pas des suicidaires. Ils sont simplement des gens raisonnables qui disent que si on veut maintenir l'espèce humaine et maintenir les écosystèmes naturels, il faut prendre en compte les besoins que l'on a et de ne pas polluer les milieux naturels ni d'introduire des déséquilibres par nos actions. C'est exactement ce qui se passe avec les récifs artificiels au Japon. Et les suivis de la FAO, donc de l'ONU sur le volet pêche, des débarquements de pêche au Japon montrent que depuis les années 60, donc depuis l'intensification de la productivité marine avec les récifs artificiels et le repeuplement, les débarquements de pêche côtière sont autour d'1 400 000 tonnes, vous pourrez regarder, et en stabilité remarquable depuis maintenant presque 60 ans, depuis plus de 60 ans. Alors que dans tous les pays industrialisés, les pêches côtières se sont écroulées, avec actuellement en Méditerranée, vous le savez, plus de 85% des stocks qui sont surexploités ou à plein niveau d'exploitation.
C'est-à-dire que si on continue, les stocks, c'est-à-dire que les stocks sont en pente douce et vont lentement mais sûrement vers une disparition des espèces halieutiques qui ont été prédites par Boris Worm, donc de l'Université du Canada, en 2048, 2040 à 2048, d'après lui, si on continue à surexploiter les milieux marins sans restaurer les habitats naturels et sans mettre en place des mesures de gestion qui visent à protéger, toujours pareil, la reproduction en priorité des femelles, parce que s'il n'y a pas de reproduction des femelles, il n'y a pas de juvéniles. Et c'est ce qu'ont fait les Japonais avec des récifs artificiels adaptés en priorité aux espèces qui se reproduisent pour réensemencer les milieux naturels. Et puis ensuite les nurseries et ensuite les zones trophiques. Alors, il y a une question qui vient d'être posée qui est, est-ce que vous avez présenté vos travaux à la région Occitanie? Et est-ce qu'on peut développer un certain nombre de choses complètes sur la région Occitanie? Enfin, sur la Méditerranée. Alors, la région Occitanie a effectivement demandé à ce que dans les projets qui ont été, enfin, le projet retenu à Port-la-Nouvelle, il y avait, je crois, 20% de la note pour sélectionner le candidat à la réalisation des ouvrages en lien avec le développement durable et notamment de tester des solutions d'éco-conception. À mon avis, le projet de Port-la-Nouvelle pourrait faire l'objet, et c'est d'ailleurs une autre demande de la région Occitanie, mais ça c'est dans les mains maintenant des constructeurs, hein, je crois que c'est clair pour tous, pourrait faire l'objet d'une co-construction avec les citoyens, c'est-à-dire que le maître d'ouvrage, la région, pourrait imposer aux constructeurs de cette digue de présenter les solutions d'éco-conception et d'expliquer aux citoyens qu'est-ce qui va être mis en place pour que des pêcheurs professionnels, des pêcheurs récréatifs, des amateurs du milieu marin, des chercheurs puissent critiquer positivement et négativement les solutions et s'assurer également de manière globale qu'avant d'être immergé, cette digue présente bien des solutions d'éco-conception. Sinon, ça va rester en fait à la connaissance du fabricant de la digue, si vous voulez, mais il y aura peut-être du bon sens local ou des propositions qui pourraient être débattues maintenant avant que la digue soit terminée. Très bien. Oui, la région est au courant. Et moi, je pense que l'éco-conception pourrait faire l'objet d'une co-construction avec les citoyens via un outil comme e-débat, par exemple, développé par la région Occitanie dans le cadre du projet ATRE, l'Agora de l'aménagement des territoires résilients, pour présenter des solutions d'éco-conception et être débattu avec les citoyens. Alors, vous avez reçu pendant le mois de juillet un prix qui vous a été offert, enfin décerné par la marine. Oui. Est-ce que vous pouvez préciser un peu donc quelles sont vos relations et surtout quelles vont être les conséquences de cela? Alors, l'Institut français de la mer, effectivement, chaque année délivre un prix pour en fait mettre en lumière ce qui semble pour les gens de mer un acte intéressant ou une carrière maritime intéressante. Donc, ils ont décerné ce prix à Gérard Daboville, par exemple, à Maude Fontenoy, à l'amiral de Roquefeuille. Bon, voilà. Donc, l'idée. Et donc à vous, au mois de juillet. Voilà, en Languedoc-Roussillon, enfin en Occitanie. Et donc, leur idée derrière, bon, moi, je ne suis pas seul à développer ça, bien sûr, on est toute une équipe, mais l'idée, c'était de mettre en lumière, en fait, la possibilité nouvelle que l'aménagement maritime peut-être n'a pas assez investigué à l'heure actuelle, d'éco-concevoir les ouvrages, c'est-à-dire que les marins naviguent sur un milieu qui est sans cesse en mouvement et sans cesse étonnant en termes de biodiversité. Il ne faut pas oublier que les plus grands animaux de la Terre sont les baleines, et ce sont des animaux qui ont une grâce et une aisance qui est incroyable. Quand vous voyez des dizaines de tonnes se soulever au-dessus de l'eau et puis flotter en nageant d'une manière tellement fluide, enfin, quand on fréquente la mer, on est sans cesse confronté à cette beauté et à cette énorme créativité qu'est le milieu marin. Et donc l'éco-conception
Et ce prix signe l'avis de l'Institut français de la mer, qui est de dire renaturons la culture et, et essayons enfin d'être cohérents avec ce que l'on prône quand on est marin, c'est-à-dire le respect de cette nature si imposante et si importante, quoi. Un marin, c'est quelqu'un qui est bien conscient que la nature ramène l'homme à sa condition d'homme, c'est-à-dire ça se respecte, ça s'écoute, ça se touche, ça se sent. Enfin, il y a une relation très puissante quand on est marin. Et c'est ce qu'ils ont voulu signifier en me décernant ce prix et donc mes collègues qui travaillent avec moi sur cette nouvelle direction qui souhaiterait être prise, notamment avec l'école de la marine, effectivement, et tous les gens de mer. Alors, l'armée semble aussi être attentive à ça. Et on a eu au Congrès mondial de l'UICN une déclaration justement de Florence Parly qui évoquait éventuellement un partenariat sur la biodiversité entre l'armée et des défenseurs de la biodiversité. Tout à fait. Par exemple, le commissaire de la marine, donc le commissaire de la marine en Méditerranée, donc Duchesne, a pris un arrêté, je pense que vous le savez, donc il y a 1 an, interdisant pour les navires de plus de 20 mètres l'ancrage sur les Posidonies. Donc c'est la marine, c'est l'armée, puisque bon, c'est un militaire, qui s'est saisi de cette problématique et a eu le courage, en fédérant bien sûr les préfets maritimes, donc, qui sont les préfets de région, donc de PACA et d'Occitanie, sur les régions Corse, Côte d'Azur et Occitanie, qui sont les régions où le tourisme maritime est extrêmement important. Il n'y a qu'à voir la baie de Saint-Tropez, d'Antibes, de Golfe-Juan, la plage de Pianotoli ou Santa Manza, Bonifacio, par exemple, en été, pour comprendre que oui, il y a un levier économique important, mais pas à tout prix. Et donc, c'est l'armée. Et donc, je salue le commissaire donc, de la marine, Monsieur Duchesne, d'avoir pris cette décision courageuse à travers l'interdiction des mouillages répétés quotidiens de ces méga-yachts, plus de 20 mètres, sur les herbiers de Posidonie, qui permet de protéger des dizaines et des centaines d'hectares d'une destruction quasi certaine liée à ces ancrages forains. Et donc, en parallèle, il soutient toute l'approche de mouillage écologique, puisqu'il a publié un guide qui permet de recommander avec l'EDREAL, avec l'OFB, donc l'État s'est mis en ligne derrière l'armée, un militaire en l'occurrence, un marin, pour protéger la mer Méditerranée. Et ça, je trouve ça vraiment à saluer, et ce n'est pas des paroles en l'air qui ont été opportunément posées à l'UICN. Voilà, ils agissent au quotidien, je peux en témoigner à travers ce travail formidable. Voilà. Alors, je vais laisser Romain Loury poser sa question parce qu'elle est passée trop rapidement. Romain? Oui, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Dominique. Bonjour tout le monde. Bonjour Romain. Voilà, j'avais juste une question sur les divers projets d'éolien offshore qui sont projetés, qui sont déjà en cours, et ceux qui vont venir bientôt, parce qu'il va y avoir une accélération nette. C'est un peu ce qui est projeté. Est-ce que ça vous semble aller dans le bon sens? Est-ce qu'il vous semble conçu dans le sens qui vous semble souhaitable? Quel est votre jugement en général? Je pense que ces projets, d'un point de vue sous-marin, je ne vais pas parler des aspects d'hydrogène liquide, d'électricité, ce n'est pas ma spécialité, et puis des aspects de conviction et des aspects de technique, mais d'un point de vue sous-marin, je pense que c'est intéressant pour la faune et la flore. Pourquoi? Parce que ces ouvrages immergés vont créer de nouveaux substrats et vont créer une augmentation de la biomasse. C'est certain. Voilà. Donc, il y aura un impact positif. Mais cet impact positif
pourrait être réduit. Donc, il ne sera pas annulé. Hein. Il y aura de toute façon, à mon avis, un impact net positif, pour moi. Hein. Mais il pourrait être réduit, par exemple, si on ne travaille pas assez sur les peintures anti-fouling, sur les parties métalliques. Si on ne travaille pas assez sur les anodes sacrificielles, qui sont pour l'instant des gros blocs de cadmium, qui est un métal lourd, hein, qui a des impacts sur la faune et la flore. Alors, ils seront limités, ces impacts, puisque la dilution est tellement importante hein, sur des colonnes d'eau de 50 mètres et des volumes colossaux. Hein, on parle à l'échelle du golfe du Lion. C'est vrai, ils sont dilués. Par contre, très localement et à proximité, si ces impacts-là ne sont pas pris en compte, pour moi, il y aurait sujet à discussion avec les aménageurs qui en sont pleinement conscients, hein, bien sûr. Et je sais que ces sujets sont sur la table de discussion. Et ensuite, on pourrait également, je pense, hein, optimiser cette productivité de ces ouvrages installés en mer en réfléchissant à l'éco-conception de ces ouvrages, c'est ce que j'expliquais, et une éco-conception qui s'intègre à l'ouvrage, pas seulement, comme je le soulignais pour Monaco, des éléments qui seraient rajoutés, qui ont un intérêt, hein, ce n'est pas une critique sur l'intérêt, par exemple, d'installer des habitats artificiels, hein, mais de réfléchir à un ouvrage qui en lui-même serait à la fois un support économique et social, créateur d'emplois et d'électricité, très bien, et ça, personne n'en met en question, mais également qui sera un support de développement de la biodiversité. Pour moi, ce serait vraiment cette nouvelle philosophie du XXIe siècle d'un homme qui n'aménage plus que pour son bénéfice, mais qui, à chacun de ses aménagements, pense à la biodiversité et qu'est-ce qui pourrait être amélioré pour la biodiversité. C'est mon avis. Après, économiquement et techniquement, ça peut être discuté avec ces aménageurs, hein, bien sûr. Bien sûr, ça aurait un coût, un surcoût, mais je pense que ce serait une formidable nouvelle aventure humaine que de demander à ce que tout ouvrage immergé en milieu marin démontre également que sa conception est un gain pour la biodiversité sous-marine. Voilà. Et dans la durée de vie de l'ouvrage, dans sa durabilité totale. Vous voyez ? C'est mon Comme avis. les mâts que vous avez présentés, par exemple. Par exemple. Voilà. Et que ce soit un win-win. C'est-à-dire que la colonisation de ces ouvrages serve également de protection à ces ouvrages. Là, pour moi, ce serait l'accomplissement. Peut-être que ce n'est pas réaliste. Hein, je suis conscient que ça peut être peut-être complexe, hein, mais par contre, on aurait, à mon avis, loupé le coche en 2021 avec 80% de diminution des populations d'insectes, avec 85% des stocks de poissons surexploités ou pleinement exploités, avec un tiers des espèces d'oiseaux communs, même pas les oiseaux rares, hein, qui ont baissé en France, hein, et je ne parle pas des chiffres mondiaux, je ne parle pas des 95% des habitats d'intérêt communautaire marins côtiers français qui sont en état défavorable ou très dégradé. Ça, si on ne le prend pas en compte en 2021, ben on loupe l'aventure humaine qui est la nôtre, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais. Vous êtes plutôt favorable, bon, je ne sais pas si voilà, vous êtes allé jusque-là dans votre réflexion, mais est-ce que vous êtes plutôt favorable aux flottants ou opposé comme éolien offshore? Est-ce que vous pensez qu'il y en a un qui a plutôt un avantage par rapport à l'autre en termes de protection de la biodiversité? Est-ce que finalement, il vaut mieux pas mettre du flottant parce qu'on réduit complètement les ouvrages? Voilà, ça ne sera peut-être pas forcément bénéfique, mais au moins on fera le moins de mal possible. Ce qu'il faut, voilà. Alors là, votre question, elle sort du champ qui m'intéresse, à savoir l'éco-conception de l'ouvrage et le gain pour la biodiversité. Parce que, je vous répète, hein, pour moi, il n'y a pas de mauvais ou de bons ouvrages. Il y a des ouvrages qui prennent en compte la biodiversité et d'autres qui ne la prennent pas. Donc, que ce soit de l'éolien flottant ou du posé, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que la biodiversité est intégrée au projet de développement de l'ouvrage et est-ce que cet ouvrage réduit son impact sur la biodiversité. Après, la compensation ou l'évitement, c'est-à-dire pas d'éolien, c'est l'évitement. La compensation, c'est les impacts résiduels du posé qui va faire un trou sur le fond ou du flottant qui va avoir des ancrages et donc le calcul des pertes pour être compensé, c'est un autre sujet sur lequel je travaille aussi. Hein, je ne suis pas avec des œillères. Hein, mais le propos de cet ouvrage-là, c'est vraiment cette idée
débutons une nouvelle page dans l'écriture de l'aménagement des territoires et de la conception des ouvrages de l'homme avec la nature, en intégrant la nature dans la conception de tout ouvrage, tout. Voilà. Alors, ça m'amène à la question suivante. Ben, Béatrice avait une question, je crois. Ah bon, ben, je la pose quand même et puis après, je passe la parole à Béatrice. Donc, parce que c'est la compensation, finalement, vous êtes… on a l'impression que, bon, l'évitement, OK, le réduire, OK, mais le compenser, vous pensez quoi de cette compensation qu'on a mis en place? Est-ce qu'elle vous paraît sérieuse ou pas pour l'instant? Alors, Et après, je passe la parole à Béatrice. Ouais. Je vais être très clair. Jusqu'ici, la compensation des impacts de l'homme sur l'environnement marin, puisque c'est ma spécialité, n'a pas, comment je pourrais dire simplement, en fait, elle n'a pas été, c'est pas un succès. C'est tout simple. Voilà, il faut être très clair. Nous n'avons pas compensé jusqu'ici, je souligne bien jusqu'ici, vous allez voir pourquoi, les impacts des ouvrages sur les milieux marins. Donc, pourquoi jusqu'ici? Parce que depuis les lois royales RBNP, donc de reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages de 2016, des décrets d'application en 2018 et 2019 sont sortis. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent le premier objectif français de l'aménagement, c'est pas de perte nette de biodiversité. Donc, aucun aménagement en France ne sera autorisé désormais, donc maintenant il faut voir, si des pertes nettes pour la biodiversité sont identifiées. Et deuxième injonction, c'est le ZAN, zéro artificialisation nette, qui est dans la loi également. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en France, depuis 2019, les décrets d'application, enfin 2018-2019, aucun aménagement ne sera autorisé par les préfets, puisque ce sont les préfets qui ont la charge de l'aménagement au niveau des territoires, puisqu'ils sont représentants de l'État, si l'artificialisation nette est au déficit de la désartificialisation. Donc, c'est simple. On a un objectif très comptable, le ZAN. Ben ouais. Est-ce que vous voulez faire un centre commercial? Très bien. Qu'est-ce qui est désartificialisé? Qu'est-ce qui est rendu à la nature? Il n'y a pas le compte, pas d'autorisation. Premier axe. Deuxième axe, pas de perte nette de biodiversité. C'est jusqu'ici, on ne compensait pas les impacts sur la nature. Pourquoi? En milieu marin, je précise. Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas quantifier les pertes. Et puis en plus, on ne savait pas restaurer, c'est-à-dire que la restauration écologique était balbutiante. On ne connaissait pas les résultats. Maintenant, on commence à avoir de plus en plus de données sur qu'est-ce qui marche pas. Donc, un projet qui dégraderait, par exemple, un herbier de Posidonie et qui dit « je compense la Posidonie par de la restauration écologique », c'est faux, puisqu'on sait qu'il y a une chance sur deux, exactement 60%, de réussite, 40% d'échec. Donc, moi, je ne sais pas vous, mais un médecin qui me dit « écoute, je vais t'opérer, c'est bénin, hein, c'est un grain de beauté. Par contre, tu as une chance sur deux de mourir sur la table d'opération, ben, j'y vais pas. Une chance sur deux, c'est trop gros. Surtout si c'est bénin, c'est-à-dire, bon, ben oui, je peux m'en passer de l'extension portuaire, je peux me passer d'une digue, enfin, il peut y avoir d'autres formes de réflexion. Si c'est quelque chose d'extrêmement important, je ne sais pas, un hôpital pour des enfants, il faut absolument qu'il soit sous-marin. Je prends un cas complètement débile, justement, pour raisonner à vide. Bon, ben là, il y a des enjeux sociaux et humains qui peut-être pourraient amener à une réflexion sur la dégradation à un endroit d'un herbier de Posidonie. Mais il ne faut plus que ce soit la norme comme ça l'a été jusqu'ici. Parce que maintenant, on doit quantifier ces pertes, on doit être capable de savoir si on peut restaurer ou pas, et on a des données de plus en plus claires. C'est faux de dire qu'on ne sait pas où on en est. Et puis, il y a le ZAN, également, qui est assez simple, mais quand même très, très, très robuste à appliquer. Voilà. Béatrice? Oui, bonjour. Merci. D'abord, merci pour votre partage. C'est vraiment passionnant. Je suis ravie enfin, qu'il y ait ces recherches, ces travaux de recherche. Là, il est temps d'évoquer ces sujets
Donc voilà, merci beaucoup. Donc moi, je voulais partager une expérience qu'on a réalisée. En fait, je dirige une entreprise qui s'appelle Espace Pur. Et donc, notre activité, c'est la protection des littoraux face à l'érosion marine. Oui, c'est Stabiplage, c'est ça? Voilà, c'est Stabiplage. Et alors, avec une vision particulière, parce que notre finalité, c'est vraiment recréer la résilience, les conditions de résilience des littoraux. Ouais. Et on a posé un ouvrage qui n'est pas un brise-lames d'ailleurs, parce qu'on ne va pas contre la mer, mais on valorise l'énergie de la mer. On a posé un ouvrage en Guadeloupe pour protéger une plage à Sainte-Anne, sur la commune de Sainte-Anne. Et cet ouvrage donc, a été posé parallèlement au trait de côte. Il est immergé sur la structure. Donc, il y a toute une biodiversité qui s'est développée. Par contre, c'est vrai, et donc ça, c'est une question avec qui on peut travailler aujourd'hui pour faire des analyses, parce que moi, je ne suis pas du tout, c'est pas mon expertise, donc je ne sais pas quelles algues, quels micro-organismes se sont accrochés sur l'ouvrage, mais en tout cas, il y en a. Aujourd'hui, il est complètement intégré à l'environnement marin. Et il y a un autre point important, c'est qu'on a pris en compte la nature avant de le poser. On a pris en compte notamment les herbiers qu'il y avait devant. Il y a des herbiers de phanérogame. Et lorsqu'il y a eu l'ouragan Maria, par exemple, qui est passé, enfin c'était la queue de l'ouragan qui est passé sur la Guadeloupe, ben, en fait l'ouvrage Stabiplage a protégé les herbiers et il a fonctionné vraiment globalement. Donc voilà, je voulais partager ça. Et donc même si je sais que par contre on a tout un travail d'amélioration de notre matériau. Oui, c'est ça, on recherche un matériau biosourcé aujourd'hui. Ouais. Donc ça c'est un challenge. Et un autre point que je voulais aussi évoquer, donc vous avez beaucoup parlé d'éco-conception des ouvrages, des structures. Et souvent on oublie le fonctionnement. Parce qu'en fait, on a parlé d'ouvrages on parle encore d'ouvrages de défense contre la mer. Et je crois qu'il est temps d'arrêter de vouloir se défendre contre la mer. Mais il faut plutôt prendre en compte le littoral. Donc là, je parle exclusivement du littoral, du trait de côte. Il faut l'aider à se reconstruire, à se rééquilibrer. Donc il y a cette notion de fonctionnement qui pourrait être intéressante de travailler aussi. Il faut il faut arrêter de vouloir aller contre et il faut vraiment concevoir les ouvrages de manière intégrée aux usages. Vous parliez des pêcheurs tout à l'heure. Voilà, oui, j'arrête. Merci. Non, merci. C'était un partage. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou à répondre? Non, j'aimerais peut-être… Sylvain, pardon. Sylvain, votre… je connais bien Stabiplage pour l'enseigner en fait sur les techniques douces de lutte contre l'érosion et la question qui est posée à Stabiplage, et pas seulement au géotextile en général, du biosourcing, de pouvoir utiliser le géotextile de manière temporaire et puis de le retirer quand finalement l'objectif de maintien de la matière est atteint avec du géocorail, avec des animaux marins qui pourraient se fixer. Bon, voilà. Très bien. Une autre question? Yannick, est-ce qu'il y a d'autres questions que je n'aurais pas vues? Bon, apparemment non. Il n'y a pas d'autres questions? Non, je ne crois pas. Je crois que Joël Aubé souhaitait m'interviewer, mais il n'y a pas de problème. D'accord. Voilà. Oui, vous allez peut-être recevoir par mail des demandes de journalistes pour approfondir une ou deux questions. Voilà. Donc, problème, Joël. Avec plaisir. Voilà. Bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, peut-être… oui, moi, si j'avais quand même encore une petite question, c'est la première diapo qui a été présentée, elle m'a posé un peu de problème. Tous ces ocelles posés sur la mer,
Donc, on a effectivement aujourd'hui sur l'Occitanie une loi littorale qui a effectivement empêché les paillotes, etc. Et vous proposez ces hôtels, ces structures sur la mer. Bon, quand on voit les réticences qu'il y a à la mise en œuvre, ne serait-ce que de quelques éoliennes flottantes qui sont très au large, et qu'on voit les projets que vous présentez qui ressemblent à ce que présente Rougerie d'ailleurs, d'hôtels sur la mer, qu'est-ce qu'on peut en penser? J'en pense que on vit dans des maisons, on vit dans des. J'en pense que c'est le reflet de notre incohérence, c'est-à-dire, c'est ce que je vous disais, la finalité, c'est de vivre tout nu dans la nature et d'avoir zéro impact. Bon, avant d'y être, dans cette vision irénique de l'homme et de la nature, quelles sont les étapes qui vont vers quelque chose de positif? Il n'y en a pas beaucoup, parce qu'on est sur du business as usual, on est sur Par exemple, le maire de Gruissan construit des hôtels sur pilotis. Est-ce que, ce qui est un peu… Flottant, non? C'est pas là qu'ils ont fait flottante? Si, ils ont fait un quartier flottant sur le port, je crois. D'accord. C'est le premier de France. En tout cas, en Polynésie, on a construit des hôtels, mais sur pilotis. C'est peut-être moins impactant que ces énormes bulles, je ne sais pas. Ouais, mais pour moi, c'est pas ça le vrai problème. Pour moi, le vrai problème, c'est l'artificialisation à tout va, c'est l'aménagement intempestif, c'est-à-dire qui ne résiste pas au temps, intemporé. Si je devais transposer, c'est toutes ces barres d'immeubles qu'on a dans les grandes villes, à Lyon, Paris, Montpellier, qui ont été construites dans les années 50, 60, 70, qui avaient une utilité à un moment donné, c'était d'offrir des logements salubres à des personnes immigrées pour qu'elles trouvent un travail et qu'elles s'intègrent. Voilà. Dès que cet objectif a été atteint, dans les années 70-80, et que les standards en aménagement ont évolué, c'est-à-dire qu'on sait très bien que des lieux où il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas de place, il n'y a pas de café, il n'y a pas de culture, il n'y a pas de librairie, c'est des lieux de désintégration sociale et d'exclusion. Ces bars, on aurait dû les raser, mais ce n'est pas si simple. C'est-à-dire, mais derrière, il y avait des bailleurs sociaux, derrière, ça arrangeait les gens qu'on parque dans certains secteurs, des populations qui, du fait de cet aménagement intempestif, se sont délabrées. Je ne parle pas des problèmes de drogue, etc. Je parle culturellement, socialement. Bon, c'est vrai, on n'aurait pas dû, mais d'une bonne idée d'accueillir ces gens-là à un moment donné et ces barres d'immeubles qui ont résolu des problèmes, on en a fait quelque chose de mauvais. L'aménagement, c'est pareil. L'aménagement, la bonne idée, c'est de procurer à l'homme un espace où il est abrité, il peut se protéger du froid, il peut vivre socialement. On en a fait quelque chose de trop poussé, où on a surconsommé de l'espace sans se demander quels étaient notre besoin d'humain. Mais mon besoin en tant qu'humain, c'est je recherche le bonheur. Ce bonheur, je peux l'obtenir que si je mange et si je suis en bonne santé. Repartons de ces questions-là. Qu'est-ce qui nous rend heureux et qu'est-ce qui nous permet de manger et d'être en bonne santé? L'argent, il ne se mange pas. D'augmenter la surface sur laquelle je vais habiter, ça ne rend pas plus heureux. Toutes ces questions, c'est maintenant qu'il faut se les poser, et notamment avec cet angle biodiversité, c'est-à-dire, et en plus, comment je peux aider la biodiversité? L'homme, il ne faut pas oublier notre mission sur Terre. On a une mission de gestion de l'environnement. Toutes les sagesses religieuses, qu'on parle de l'hindouisme, des religions abrahamiques, même des religions, l'ensemble ne font que chanter les cantiques de la création, le lien de l'homme avec l'environnement, les divinités qui se cachent, le taoïsme, la religion au Japon principale qui est considère que tout est vivant, c'est-à-dire tout est relié
Enfin, tout est en lien. Et donc, si on ne prend pas en compte cette responsabilité d'homme, on continue à être des consommateurs, c'est-à-dire des gouffres. C'était l'image des titans qui dévoraient leurs enfants. C'est exactement ce qu'on fait. On dévore nos enfants. Bon, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la mythologie grecque? À un moment donné, tout d'un coup, les muses, les déesses, enfin, ça s'est réincarné. Et donc, cette réincarnation de l'homme dans la nature, elle passe par d'abord notre réincarnation de notre mission. Oui, je peux détruire la nature, mais oui, je peux aussi la créer. Et surtout la gérer. C'est-à-dire, je ne suis pas un dieu, je ne vais pas tout recréer. Je ne peux pas recréer la nature à 100%, on le sait très bien. Par contre, je peux y penser. Chaque fois qu'on y pense, regardez le thon rouge, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui tablaient sur la possibilité que le thon rouge subsiste en Méditerranée en 2005. Rappelez-vous. Il y avait même des campagnes de presse de Greenpeace qui disaient « Arrêtez de manger du thon rouge, vous tuez la Méditerranée ». Et bien maintenant, interdiction des thons rouges grâce à des scientifiques courageux, Jean-Marc Fromentin, Yves Fromerset, qui a eu le courage de dire « Ce n'est pas un problème d'espèces, c'est un problème de la relation de l'homme avec la nature ». Et il a dit, il faut arrêter de taper dans les zones où les thons se reproduisent. Ce n'était pas compliqué. Donc, on a arrêté de les pêcher en été au large des Baléares et au large de la Libye, les 2 zones de reproduction en Méditerranée. 3 ans après, 2008-2009, explosion des petits thons, des thons de 10 à 30 kilos. Ils rentraient dans le port de Sète, il y en avait dans le port du Cap d'Agde, de Palavas, au large de Cassis, au large des Baléares. C'était du jamais vu. En 3 ans, parce que la nature, dès que l'homme s'y intéresse, il y a une espèce de lien intime qui se fait entre l'homme et la nature, et on peut la magnifier et lui redonner sa noblesse. Et en plus, on l'a devant nous, on le voit. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on n'a jamais touché, vous voyez. C'est quelque chose qu'on a abordé. Alors, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas revenir. C'est vrai, les stocks de morue, on a tellement déséquilibré les équilibres entre le hareng et les œufs, que maintenant, il y a tellement de harengs qui bouffent les œufs de morue, puisque c'était le prédateur, la morue du hareng, que sur les grands bancs de Terre-Neuve, on n'arrive pas à retrouver les stocks antérieurs. Mais la morue n'a pas disparu. On a trop attendu. Mais elle n'a pas disparu, c'est que ça va prendre temps. On a trop attendu, j'ai dit. Oui, c'est ça. On a trop attendu. Et on est en train de faire pareil, et on est en train de refaire pareil, alors qu'on en a l'expérience sur les fonds nordiques. Voilà. Et donc, en océanographie, donc moi je suis géographe des mers, ma spécialité c'est l'aménagement. Nous, on défend l'homme au cœur de l'environnement, mais ce n'est pas le centre de l'environnement. C'est que oui, je détiens la possibilité de tout bousiller, c'est vrai, c'est la collapsologie, mais je détiens aussi la possibilité de sauver la nature par mes actions, par mes agissements. Moi, je crois en l'homme, c'est pour ça que j'ai choisi l'océanographie et pas l'océanologie d'ailleurs, qui est une mesure des impacts. Bien. Sylvain, merci. S'il n'y a pas d'autres questions, est-ce qu'il y a d'autres questions? Si, non. Je crois qu'il y avait une question de Morane. Alors, Morane. Oui, non, bonjour. En fait, ma question, elle est assez simple. Est-ce que finalement, aujourd'hui, sur l'aménagement du littoral, est-ce que l'ingénierie dont on a toujours cru qu'elle était salvatrice, est-ce qu'aujourd'hui, finalement, on n'est pas en train de remettre en question complètement ce modèle qui existait jusque-là? C'est-à-dire, en gros, il faut arrêter de croire que l'homme peut toujours protéger, alors qu'on sait pertinemment que ça ne sert pas à grand-chose, sauf peut-être à prendre du temps pour respatialiser ou en tout cas réfléchir à… Comment? Retarder. Oui, en tout cas retarder, mais en tout cas freiner pour mieux gérer, en fait, appréhender les questions qui aujourd'hui, malheureusement, n'ont pas de réponse avec les digues, les perrets, etc., etc. Parce qu'on est aujourd'hui dans cette logique-là dans les communes, j'ai pas l'impression, moi, on croit encore que protéger coûte que coûte, c'est utile et c'est la seule façon de faire, quoi. Oui, c'est le monde d'avant, c'est-à-dire c'est le monde où on croyait que la science, c'est le scientisme, c'est Auguste Comte, que la science allait résoudre tous les problèmes et que l'érosion de la biodiversité, il suffit de reproduire les espèces dans des éprouvettes et de les remettre dans la nature et hop, ça redémarre. La maladie du cancer, il suffit que les meilleurs chercheurs du monde s'y concentrent pendant 5 ans et en résoudent le problème. Bon. Il suffit, on est malheureux, il y a du stress, il y a des burn-out, il y a des dépressions nerveuses dans le monde entier, dans les pays industrialisés. Il suffit de prendre du Prozac et du Xanax pour résoudre le problème. Bon, maintenant, on s'est rendu compte que c'était faux. C'est-à-dire, effectivement, de croire que la science va tout résoudre, c'est vrai à moitié. Mais l'autre moitié,
on a vachement intérêt à s'y intéresser parce que c'est cette autre moitié qu'on a négligée, c'est-à-dire les besoins, la sensibilité humaine. On va vers un homme sensible, un homme relié. Un homme, c'est les travaux en France en tout cas, d'Augustin Berg, par exemple, sur la reliance, c'est-à-dire ce fait que l'homme a une dimension cosmique. Alors tout de suite, on a l'impression qu'on fume des pétards et qu'on est des années 70, mais en fait, il faut comprendre cette profondeur de réflexion. C'est bien qu'on a tous les outils pour tout casser et on a également tous les outils pour vivre en harmonie, puisqu'on est des êtres conscients, avec en plus une mission particulière de gestion de l'environnement qu'on peut refuser, mais qui nous pète à la gueule dès qu'on s'en éloigne. Et un autre penseur important, c'était donc l'écotoxicologue de l'Est qui est décédé il y a 2 ans. C'est comment il s'appelle? Son nom m'échappe. Pelt, Jean-Marie Pelt, qui dès les années 70 avait écrit un bouquin magnifique, renaturer la culture, c'est-à-dire renaturer l'homme. Et là, c'est ce livre qui date de 71, je crois, 72. Mais il n'y a pas besoin de remonter à Aldous Léopold, c'est vrai, l'inventeur du concept d'écologie, ok, au début du siècle chez les anglo-saxons dernier, mais on a, nous aussi, en France et dans cette culture très fine du sensible, on sent ces éléments-là. Voilà. Donc, moi, je pense que l'avenir est à la sensibilité et plus qu'à la technique et à cette vision de la douceur, de l'intégration, du systémique, de la reliance. Je vous invite à lire l'ouvrage d'Augustin Berg sur le sujet, ou sur Internet, je crois qu'il a fait une page Wikipédia pour l'expliquer, qui est un géographe aussi, philosophe, pour bien comprendre les nuances de cette notion qui ouvre les portes de l'avenir, à mon avis. Arrêtons d'être des hommes au talon d'acier, des panzers lancés à pleine vitesse dans des forêts pour construire du béton et de l'acier, et refraternisons avec le vivant, quoi. C'est un peu ma phrase, la phrase de notre conclusion, en fait, c'est que notre mission sur Terre en tant qu'être humain, c'est de prendre soin du vivant, de la fourmi à la baleine, même du microscopique à la baleine. Sylvain, merci de cette conclusion. Bon, on va se quitter sur ces mots. Voilà. Merci beaucoup. Et merci à vous. Et on va de toute façon diffuser votre mail, si vous nous y autorisez. Oui, bien sûr. Oui. Vous avez mon mail aux participants. Et par ailleurs, dans quelques semaines, la vidéo sera en ligne. Voilà. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci pour cette organisation.